Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Déclic. Aujourd'hui, on va parler de la potentielle fin de Google Maps. C'est juste après le jingle, c'est parti. Allez, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, un programme assez sympathique, assez chargé également. Donc je vous partage ça dès à présent. On va commencer avec un article du siècle digital. Hop, je bascule mon écran. Le siècle digital, du coup, qui nous annonce une potentielle fin de Google Maps avec donc Meta, Microsoft, Amazon et TomTom et la fondation Linux qui s'associent pour créer un petit peu de la concurrence, on va dire, essayer de proposer une alternative. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gros en fait qui s'associent pour essayer de changer un peu la donne. Donc on regardera ça juste après. On va revenir également et faire un petit point actualité. Je dirais, voilà, tout ce qui touche autour du Digital Service Act. On en avait déjà parlé sur des précédentes matinales, mais j'ai trouvé un article de Presse Citron hyper intéressant où vraiment ils vont rebrosser en fait tout ce qui est toutes les différents changements et ils font un peu un bilan sur cette année. Il y a quelques points qu'on avait déjà vus en matinale, mais il y en a certains qu'on n'avait pas forcément vus. Donc voilà, ça va être plutôt sur l'aspect légal, on va dire, actu du coup de Presse Citron. On enchaînera juste après avec un article des éclaireurs Fnac et puis un petit point sur la situation de Twitter avec quelques nouveautés et peut-être la fin de l'actu de Twitter. Je vous en dis pas plus, mais peut-être que ça va un petit peu se calmer. Je vous expliquerai ça évidemment au moment voulu. Et puis on conclura avec un article du blog du modérateur et puis une question ouverte sur la parité homme-femme dans la tech. C'est un sujet qu'on n'a pas spécifiquement abordé, mais que je trouve voilà, hyper important et hyper intéressant. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Donc on a un témoignage d'une personne qui a été interrogée du coup par le blog du modérateur. Donc on regardera ça ensemble. Et puis si on a un petit peu de temps, on fera un petit quiz pour terminer et faire terminer, on va dire, et fignoler notre tour de l'actu tout en s'amusant. Comment joindre l'utile et l'agréable. Voilà. Voilà pour le programme. On commence du coup avec un premier article du siècle du digital. Et donc cette question, est-ce que ce serait potentiellement la fin de Google Maps? Est-ce que Google Maps se ferait concurrencer et est-ce que potentiellement il se ferait détrôner? Merci beaucoup Forever Direction qui nous rejoint. Merci beaucoup à toi. Donc est-ce que la donne changerait, puisque bon, vous n'êtes pas sans savoir que actuellement grosso modo Google Maps domine un peu le marché, hein. Historiquement c'est vrai que TomTom du coup qui fait partie là de cette association qui se monte, voilà, au niveau GPS, au niveau navigation, c'est vrai qu'à une époque il dominait complètement le marché. Puis après l'arrivée de Google Maps et puis Waze également qui a fait beaucoup de mal, je pense. Coucou à toi Forever Direction, merci de nous rejoindre. Donc cette association, peut-être un tournant, peut-être quelque chose d'historique qui viendrait un peu bouleverser les plans et contrecarrer les plans de Google. Et on a des très gros, c'est ce que je vous disais, donc on a Meta, on a Microsoft, on a Amazon, TomTom et la fondation Linux pour quelque chose de beaucoup plus ouvert. C'est un peu l'idée. Donc on va commencer l'article. La fondation Linux, spécialisée dans les projets en open source visant à favoriser l'innovation, a annoncé le 15 décembre la création d'une nouvelle organisation qui s'appelle Overture Maps. Alors c'est pas Ouverture Maps, c'est Overture Maps, c'est pas une faute, j'ai vérifié. Avec de prestigieux partenaires, donc Meta, Microsoft Amazon Web Services, aussi appelé AWS, et TomTom. Son objectif est de développer des outils cartographiques sur la base de données interopérables et ouvertes. Ça va très bien, merci Forever, merci beaucoup. Donc, TomTom le sait mieux que personne. Après avoir un temps dominé le monde de la navigation GPS grâce à ses appareils, l'entreprise néerlandaise a été largement dépassée par les smartphones et surtout un acteur hégémonique, Google. Overture Maps pourrait remettre en cause cette domination si Mountain View ne finit pas par rejoindre le projet. Mike Harrell, vice-président de l'ingénierie de TomTom, expose clairement l'ambition de la fondation, créer la carte la plus intelligente de la planète. Voilà, donc non seulement ils essaieraient en gros de se poser en concurrent direct à tout ce qui se pratique au niveau de Google, mais ils essaieraient d'y rajouter quelque chose en plus. Et on le sait, du fait qu'il y ait beaucoup de, comment dirais-je,
comme il y a pas mal d'acteurs qui s'associent, je pense qu'ils pourraient croiser énormément d'informations et du coup, potentiellement, ça pourrait être une expérience encore plus poussée que ce qu'on connaît jusqu'alors. Y parvenir n'est pas simple. Jim Zemlin, directeur de la fondation Linux, le souligne. La cartographie de l'environnement physique de chaque communauté dans le monde est un défi extrêmement complexe qu'aucune organisation ne peut gérer seule. En unissant leurs forces au sein d'Overture Map, les participants pourront récupérer des données en utilisant des projets préexistants comme OpenStreetMap ou en exploitant les informations en accès libre comme celles des services d'urbanisme des municipalités. Ils pourront les faire discuter entre, les combiner, les vérifier, créer des schémas communs. Voilà, donc ça c'est un peu pour la présentation et l'ouverture sur le projet. Cette idée de travailler ensemble et de croiser un peu, moi je trouve ça hyper intéressant. Je sais pas trop jusqu'où ça va aller parce que c'est quand même un projet qui est méga ambitieux. Je me pose aussi la question de est-ce que oui ou non ils peuvent exploiter des données. Bon, c'est open source, OpenStreetMap, mais je sais qu'il y avait une question, notamment là récemment, on s'était posé la question des IA qui avalaient aussi du GitHub et où finalement l'open source ne l'était pas vraiment. Donc voilà, peut-être une question à se poser. Dans tous les cas, ils pourront pas uniquement se cantonner, je pense, à du OpenStreetMap. Il va falloir qu'ils enrichissent encore plus et qu'ils apportent quelque chose de supplémentaire. Ce qui nécessite du coup l'idée voilà, une grosse infrastructure. J'arrive même pas à savoir comment autant de groupes peuvent communiquer ensemble parce que en termes physiques, en termes d'installation, etc. et technique, ça me paraît assez solide, mais bon, peu importe. On verra ça. En tout cas, ce que souligne l'article suivant, le paragraphe suivant, c'est que ça va être assez imminent. Donc, Overture veut livrer ses premiers travaux dès 2023. Meta veut même s'en servir pour son métavers. Donc ça, c'est une info hyper intéressante. Donc, Eric Solem, directeur de l'ingénierie carte de l'entreprise, estime que en fournissant des données cartographiques ouvertes, interopérables, Overture jette les bases d'un métavers ouvert construit par les créateurs, les développeurs et les entreprises. Donc en gros, ça serait chapeauté par des gros, mais potentiellement ouvert à plein de... Enfin, ouvert à la communauté tout simplement. Ce qui pourrait peut-être pas mal aider en fait à faire évoluer ce projet, à faire en sorte que le projet émerge et surtout dure dans le temps. Overture, comme son nom l'indique aussi, se veut ouvert au-delà des 4 entreprises initiales de la fondation Linux. D'autres structures, sociétés ou fondations seront invitées à y prendre part. Un calendrier a déjà été révélé sur les objectifs concrets de l'organisation. Dès le premier semestre 2023, un ensemble de données sera publié avec des informations de base sur les routes et les bâtiments. Il sera ensuite étoffé progressivement avec la navigation et des représentations 3D. Sin qui dit du coup il faut des données 3D pour le positionnement AR, ça va être chaud. Google a déjà pas mal d'avance sur ce sujet de scan 3D des villes. Tout à fait. Alors c'est ce que je supputais, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a un travail colossal. Tu peux pas uniquement te cantonner en fait sur de l'existence, sur du OpenStreetMap ou ce genre de choses. Merci Akimix qui nous rejoint, bienvenue à toi. Tu peux pas te cantonner uniquement sur du OpenStreetMap. Néanmoins, le fait que ce soit ouvert et qu'il y ait la fondation Linux avec, est-ce que je sais pas comment ça fonctionne, les scans 3D ou ce genre de choses. Est-ce que tu as nécessité que ce soit fait de façon professionnelle, entre guillemets, ou est-ce que tu peux potentiellement, je sais pas moi, ouvrir une application ouverte à tous et puis voilà, que les gens puissent scanner et après croiser des données? Est-ce que tu en sais un peu plus? Je sais pas. Mais je me dis que du fait qu'il y ait la fondation Linux, du fait que ce soit ouvert, du fait que, voilà, que potentiellement la communauté et beaucoup d'entreprises qu'on ne connaîtra pas spécifiquement pourront s'impliquer dans le projet, est-ce que ça va pas changer la donne et est-ce que ça va pas permettre comme ça de faire ça de façon décentralisée et voilà, et permettre de faire en sorte que le projet puisse fonctionner? Je ne sais pas. Oui, tu peux potentiellement croiser des données pour améliorer les scans 3D. Ben voilà, alors moi je pense que c'est comme ça qu'ils comptent rattraper leur retard. Après, c'est un peu tricky, je trouve, parce que d'un côté on te dit, bon, c'est open source, machin, fondation Linux, tout ce que tu veux. Et puis de l'autre côté, on te dit quand même que potentiellement Meta veut l'exploiter pour son métavers. Bon, actuellement Meta et le projet métavers
c'est un peu dans le dur, donc à la limite, bon, ils disent ce qu'ils veulent et on va voir déjà où est-ce que ça va aller leur histoire, mais ça veut dire que c'est quelque chose d'open, mais qui potentiellement sera à des fins commerciales quand même, donc, donc ça pose toujours voilà, je trouve qu'il y a une petite dualité qui est un peu étrange, c'est un peu bizarre. Bye bye Carmack, je ne connais pas ça. Hello Ben Nassur, merci à toi de nous rejoindre. Carmack, c'est quoi? C'est un projet de cartes? Ah oui, en effet, oui, oui, je l'ai vu passer. Autant pour moi, rien à voir, un projet de cartes, non. Autant pour moi, non, je suis pas réveillé ce matin, là, dur. Il faut vraiment que j'aille boire un café. Oui, j'ai vu ça, qui est donc l'un des cadres, en fait, l'un des cadres de Meta qui a décidé de s'en aller, du coup, du projet, enfin, de Meta, en fait, de façon globale, et qui met fin à son aventure chez Meta. J'ai vu ça, ouais, j'ai vu ça passer. Je sais pas si tu le connaissais, parce que toi, je sais que tu es assez calé sur la partie réalité virtuelle, etc. Donc peut-être c'est quelqu'un que tu suis et dont tu connais un peu le travail. Mais oui, oui, j'ai vu passer ça, ouais. Une des pointes de la 3D, ok. Et est-ce que tu sais où est-ce qu'il va en fait? J'ai pas forcément suivi, n'hésite pas à nous le dire. Donc voilà un petit peu pour ce projet-ci. Moi je trouve ça très excitant, honnêtement, parce que je trouve qu'aujourd'hui c'est quand même fabuleux. On commence à trouver ça limite normal en fait, Waze, etc. Mais c'est quand même des outils qui sont assez merveilleux et le nombre de données qu'ils ont, tout ce qu'ils arrivent à faire avec ça, c'est quand même assez incroyable, même s'il y a un côté commercial et un côté tracking qui est un peu chelou, mais sinon, voilà. Il monte sa boîte sur de l'IA, je crois. D'accord. Ok, ok. Ben, à se faire à suivre, mais effectivement, si c'est une pointure, peut-être qu'il a des idées en tête sur voilà, essayer de changer les choses et d'avoir peut-être son propre projet. Voilà, donc moi j'avoue que cette actu m'a pas mal hypé. J'espère que ça va évoluer, que ça sera pas quelque chose de, ça va pas être un pétard mouillé et que ça va essayer d'aller au bout, histoire au moins de voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme expérience supplémentaire. J'avoue que j'ai du mal à croire comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin aujourd'hui en termes d'expérience sur de la cartographie temps réel, mais je demande qu'à voir. Voilà du coup pour cette première actu, on enchaîne avec un article de Presse Citron qui va nous permettre de faire un peu le point sur tout ce qui s'est passé et tout ce qu'il y a à venir. Alors moi, j'ai repoussé cet article, c'est vrai qu'on avait déjà parlé du Digital Service Act et du Digital Market Act, mais j'ai jugé bon de revenir là-dessus parce qu'il y a un certain nombre d'aspects que je ne connaissais pas, je ne savais pas que c'était lié en fait à tout ça. Et vous allez voir que cet article est plutôt bien fichu parce qu'il résume vraiment tout dans un seul, en quelques paragraphes. En fait, il résume vraiment tout ce qui va se passer et les conséquences vont être assez badass, je pense. Si jamais ils doivent tous s'y plier, ça va être vraiment solide. Bob Kimey, il a notamment révolutionné la 3D dans le jeu vidéo. Par exemple, c'est un des créateurs de Doom qui a révolutionné le processus de traitement des maps et de l'espace. Un sacré homme, ce Carmack. Ok, ben merci pour ce complément d'information. Voilà, j'ai vu passer l'info, ouais, je l'ai vu pas mal quand j'ai préparé la matinale, mais je pensais pas que c'était vraiment une pointure aussi connue et reconnue. En plus de ses talks très pédagogiques, d'accord. Donc potentiellement, j'imagine qu'il il a des vidéos YouTube, je suppose. Voyons voir. John Carmack, vidéo. Ouais, il y en a un certain nombre. Ok. Bon bah cool, j'irai voir ça, je me mets ça de côté. Alors du coup, cet article de Presse Citron, hop, je vous bascule sur mon écran. Donc le titre c'est USB-C vie privée concurrence, comment l'Europe change les règles de la tech mondiale. Alors, dans tous les, je dirais dans tous les, tout ce qui va se passer au niveau du Digital Service Act, peut-être déjà expliquer à celles et ceux qui n'auraient, voilà, qui ne seraient pas venus sur les précédentes matinales, ça peut arriver, on vous excuse, et qui ne connaîtraient pas de quoi il s'agit. Donc le Digital Service Act et le Digital Market Act, enfin on va surtout se focus sur le Digital Service Act ou DSA, c'est en fait l'Europe qui est en train de légiférer, donc de proposer des lois pour essayer
de réglementer au plus, de poser un cadre sur tous les gros de la tech, sur la tech en général. Et donc il y a un certain nombre de lois qui sont sorties ou qui vont sortir, certaines qui ont été votées, actées, d'autres pas encore, etc. Et qui devraient changer pas mal la donne, puisque en fait ce qui va se passer, c'est que étant donné que les gros de la tech ne peuvent pas se passer de l'Europe, évidemment, c'est un marché énorme, ils vont devoir s'y plier et ça coûterait trop cher en fait de faire des modifications uniquement en Europe. Donc généralement, quand ils vont faire des changements, ils vont les faire un peu à échelle mondiale, on va dire. Donc voilà un peu le pitch introductif, on va dire. Et donc on va essayer d'énumérer l'ensemble des lois qui ont déjà été mises en place ou qui vont être mises en place. Alors d'abord, pour commencer cet article, la mise en œuvre de ce nouveau cadre va obliger Apple, Google, Microsoft et consorts à modifier leurs habitudes, quitte parfois à changer complètement de philosophie. Et puisqu'il serait coûteux de s'adapter uniquement au marché européen, ces géants vont par ricochet appliquer certaines règles au monde entier. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc d'abord sur la partie USB-C et batterie amovible. Donc après des années de résistance, Apple va devoir se résoudre à abandonner son port propriétaire Lightning pour de bon. Ça, je pense que c'est quelque chose que peut-être vous connaissiez déjà, ça date de quelques temps maintenant. Si les iPads ont quasiment tous adopté l'USB-C, l'iPhone serait le dernier produit paumé à le conserver. Donc le dernier produit Apple à conserver pour le moment ce port propriétaire Lightning. Pour des raisons écologiques, l'Union européenne souhaite imposer également un chargeur universel compatible aussi bien avec les iPhones que les smartphones Android, les tablettes ou les PC. Elle a donc choisi l'USB-C, la technologie la plus répandue dans le monde. Bon, technologie la plus répandue dans le monde, je sais pas si vous confirmez ça ou pas, mais je trouve ça bizarre parce que c'est relativement récent quand même. Le port USB n'est pas le seul cheval de bataille des autorités européennes. Parmi les autres règles exigeant un bouleversement industriel, le retour d'une batterie amovible obligatoire a fait son chemin. Alors ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, je pense. Visiblement, de ce que j'ai compris, c'est pas encore complètement en place, mais c'est sérieusement dans les cartons. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous achetez notamment un iPhone ou autre, c'est compliqué, vous êtes obligé d'aller chez des gens qui sont agréés si jamais vous voulez, si vous avez un souci avec votre batterie, et donc là, potentiellement, ils imposeraient une batterie amovible obligatoire, ce qui est un changement assez conséquent parce que ça aura des impacts sur toutes les personnes un peu agréées qui se sont formées, qui ont fait en sorte d'être agréées Apple pour pouvoir opérer ce genre de manipulation pour faire en sorte que votre iPhone et vos batteries fonctionnent, puissent être chargées, etc., etc. Donc ça a un impact en fait sur des gens, sur des réparateurs locaux ou des entreprises un peu plus grosses qui sont agréées Apple. Le 9 décembre 2022, la Commission européenne votait un accord final pour que les constructeurs de smartphones, tablettes et PC et même de vélos n'intègrent plus de batteries non amovibles à leur appareil. L'objectif, rendre nos appareils électroniques plus faciles à réparer, du moins pour le cas d'un changement de batterie. Donc ça s'appliquerait vraiment à tous les appareils électroniques et ça va avoir des répercussions forcément au niveau économique dans ces entreprises-là. En effet, à ce jour, la quasi-totalité des appareils disponibles sur le marché oblige à passer par des réparateurs agréés pour changer une batterie morte ou dégradée avec le temps. Cela encourage certains consommateurs à changer de smartphone. Le retour des batteries amovibles éviterait donc certains renouvellements et limiterait la production d'appareils électroniques dont les conséquences écologiques sont catastrophiques. Voilà, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de devoir changer de smartphone suite à une batterie un peu morte, mais en tout cas, c'est vrai que ça incite énormément. Sur la partie ouverture à la concurrence, donc là aussi il va y avoir des impacts. En plus de bouleverser leurs procédés industriels, les entreprises de la tech devront aussi changer leur manière de concevoir leurs logiciels. Le DMA et le DSA prévoient d'ouvrir les marchés et services numériques à la concurrence. Alors ça, j'avoue que je suis assez interpellé et il me tarde de savoir comment ça va fonctionner, mais bon bref. Apple, Meta, Google, entre autres, devront donc se plier à ces règles. Concrètement, dès 2023, Apple devra proposer iOS en version gratuite pour n'importe quel utilisateur d'iPhone. Surtout, Apple va devoir ouvrir et proposer des boutiques d'applications alternatives à l'App Store. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et il y a également le Play Store, voilà, il le marque sur la ligne suivante. Il en sera de même pour Google,
qui ne propose pour l'heure que le Play Store. Ça veut dire qu'il y aura nécessité et obligation d'avoir des boutiques alternatives. Et quand on sait qu'aujourd'hui, Apple Store notamment, je crois qu'il se commissionne à hauteur de 30%, il me semble, sur les achats in-app. Donc quand vous développez une application concrètement iOS, et que en gros vous vendez des choses sur votre appli ou autre. Alors il doit y avoir aussi des commissions sur d'autres choses que sur ça, hein. Je pense que typiquement si vous vendez votre appli ou autre, ils doivent aussi bien se rémunérer. Mais pour tout ce qui est achat in-app, donc les achats dans votre application, à chaque fois voilà, ils se rincent dessus. Donc des stores alternatifs, ça veut peut-être dire que ça veut peut-être dire donc comme son nom l'indique, comme le paragraphe l'indique, ouverture à la concurrence et donc un vrai coup dur et des pertes potentielles. Ainsi, des boutiques alternatives comme celles de Huawei, Samsung ou comme Aptoide devront être accessibles aux utilisateurs sans manipulation complexe. Par ailleurs, les utilisateurs pourront supprimer toutes les applications préinstallées. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez... voilà. Je ne sais pas si derrière il y a des enjeux économiques. Est-ce que potentiellement ils installent des choses... ils installent des applications dans un but économique ou eux pour pousser certains de leurs services. Mais voilà, c'est pas ça en conséquence. Un vrai coup dur pour Google, dont le modèle économique d'Android repose sur l'intégration de ses services. Voilà, donc ça résume assez bien. Benta qui met, tu paies un abonnement annuel de base pour avoir une app dans l'App Store. Ok, mais ça veut dire que potentiellement, si demain, n'importe qui peut créer son store, il peut y avoir des initiatives, des choses tournées sur la communauté ou autre, qui vont venir challenger ça. Et du coup, peut-être que Apple va devoir baisser ses prix. Ou voilà, ça veut dire que... en général, quand il y a de la concurrence, ça fait bouger le marché, quoi. C'est ce que je veux dire. Autre nouveauté, donc les outils de communication devront être interopérables. Ça, je l'avais vu sur pas mal d'articles, notamment sur le côté e-message. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Donc, les outils de communication devront être interopérables, notamment les services de messagerie. Aujourd'hui, impossible d'envoyer un message avec iMessage et de le recevoir sur un autre service. Un problème pour l'Europe qui considère que fermer un outil de communication est aux antipodes du sens même de la communication. C'est très vrai. Un point pour l'Europe. J'avoue que oui, c'est une très très bonne réflexion, mais bon, on n'a jamais aussi peu communiqué que depuis qu'on a des outils de communication. C'est un avis personnel. Du coup, donc iMessage, ça va? Est-ce que tout le monde connaît? Donc c'est en gros le service de message d'Apple quand vous avez un iPhone ou autre et que vous envoyez des messages entre possesseurs d'appareils Apple. Il y a en fait des textes, c'est des messages, en fait c'est un protocole particulier et du coup vous pouvez envoyer des messages enrichis, donc envoyer des photos, ce genre de choses, et vous le voyez avec une petite bulle bleue, c'est matérialisé par une bulle bleue. Donc ça deviendrait open et potentiellement on pourrait envoyer aussi des iMessage depuis des Android, à voir, en tout cas c'est la théorie, c'est ce que cherche à faire l'Europe. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, donc on ne sait pas encore comment s'y prendront les acteurs du marché pour rendre leurs services plus ouverts. L'Europe a pensé à une application maison sur laquelle il serait possible d'agréger tous les services de messagerie et d'échanger sans contrainte. Ça, je pense que c'est un doux rêve, honnêtement, parce qu'il y a tellement de services de messagerie, je sais pas qui c'est qui va s'y coller, mais bon courage. Et je sais que c'est quelque chose, je sais plus avec qui j'en avais parlé, mais honnêtement, ça serait quand même assez solide. Enfin, les utilisateurs pourront choisir leur méthode de paiement, un autre coup dur pour Apple qui n'acceptait qu'Apple Pay. Voilà, donc voilà, une résolution supplémentaire qui va porter un coup dur. Sur la partie réseaux sociaux, la fête est finie. Donc avec le DSA, les géants du numérique vont aussi devoir mettre fin à des décennies de pratiques parfois scandaleuses. Premier volet, le respect de la vie privée. Bon, ça c'est une partie sur laquelle je ne vais pas m'étendre parce qu'on est déjà passé dessus sur un précédent article. Mais grosso modo, on en avait discuté. Donc l'idée que les réseaux sociaux vont avoir une responsabilité bien plus importante et vont devoir faire en sorte que l'on puisse signaler et puis modérer aussi de façon beaucoup plus efficace.
Il y a quand même un point sur lequel je souhaitais revenir, donc c'est ce paragraphe-ci. Donc parmi les autres règles imposées, celle qui fait trembler les géants numériques est sans doute celle les obligeant à ouvrir leur algorithme aux autorités sur demande. Ça c'est un point qu'on avait vu, mais qui est, enfin, moi que je trouve assez hallucinant, dans le sens, si jamais c'est vraiment ça, c'est une vraie prouesse législative, hein, s'ils arrivent à les contraindre à faire ça. Donc une équipe de spécialistes, environ 150 pour commencer, les analysera pour détecter d'éventuelles pratiques douteuses ou violant la vie privée des utilisateurs. Merci beaucoup Yanni Makai qui nous rejoint, merci. Donc ça veut dire que potentiellement demain des experts pourront aller analyser les algos de Facebook, de YouTube, etc. Et quand on sait que c'est un peu leur... c'est ce qui fait aussi qu'ils gagnent leur argent, c'est-à-dire qu'en fait on ne sait pas spécifiquement, on a des idées de bonnes pratiques, mais potentiellement ils peuvent changer leurs algos, ils peuvent voilà, si en gros on a un peu la clé des algorithmes de chaque réseau social, ça veut dire que tout le monde va être au courant et que du coup ça va être un joyeux bordel, quoi. Voilà l'idée. T'étais dans mes recos et ta chaîne me paraissait vraiment bien. Ben, merci beaucoup Yannick Amaï, bienvenue du coup sur la chaîne Déclic. Alors je ne suis pas tout seul, on est 4 personnes. C'est moi qui anime principalement, mais tu verras sur la chaîne, vu que tu t'es abonné, que on est plusieurs. Et donc c'est une chaîne qui est orientée plutôt web. On parle d'actualité web, on parle de SEO, on parle de développement web, de design web, on parle en fait tous les sujets que tu peux trouver en agence digitale ou voilà, qui touchent les acteurs du numérique. C'est des sujets qui nous intéressent. On a une matinale du coup le mercredi et vendredi. On fait également des interviews et voilà, plein d'autres formats qui arrivent. Et merci beaucoup Natwak qui nous rejoint, merci à toi, bienvenue. Alors du coup je continue sur mon petit article. Qu'est-ce qu'il y avait... Ah mais c'était la fin. Donc grosso modo, je trouve que cet article est vraiment intéressant, je vous le partage d'ailleurs. Si jamais vous voulez faire, voilà, essayez de faire un tour et de voir un peu tout ce qui va changer, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de changement, pour vous qui potentiellement êtes dans le numérique, si vous êtes développeur ou autre, c'est des changements qui vont s'appliquer à vous directement ou indirectement. Et exactement comme à une époque, on avait vu que le RGPD, c'était quelque chose qui était assez... je dirais assez abstrait, mais qui finalement nous a impacté de plein fouet et on a dû mettre en place sur nos... Enfin, moi qui suis développeur, je l'ai bien connu. On a dû mettre en place un certain nombre... Hop, là je me vois moi-même. On a dû mettre en place un certain nombre de choses pour pouvoir respecter cette règle. Toutes ces nouveautés là que je vous partage dans le chat, c'est des choses qui vont vous impacter de près ou de loin potentiellement. Ok, allez, donc du coup, on enchaîne avec l'article suivant. On enchaîne avec un article du coup de l'éclaireur Fnac qui nous fait un petit peu le point sur les nouveautés, encore des nouveautés Twitter, mais peut-être potentiellement, vous allez voir, peut-être une actualité qui va se tasser et bien moins de, je dirais, bien moins de bouleversements chez Twitter, puisqu'on sait que là, voilà, récemment... rachat d'Elon Musk, beaucoup de choses, toutes les semaines, des actus assez incroyables. Et là, potentiellement, ce serait la fin. Pourquoi ? Parce que Elon Musk a émis l'idée de quitter sa fonction de dirigeant, donc il serait toujours propriétaire, mais le fait de quitter sa fonction de dirigeant, il a fait en fait un formulaire dans lequel il a demandé... alors, c'était même pas un formulaire, c'était un... Comment ça s'appelle ? J'ai le mot en anglais, mais pas en français. Un poll, un sondage du coup, pour que les utilisateurs votent et disent est-ce que oui ou non vous voulez que je parte. Donc si jamais ça s'avérait positif et qu'effectivement il partait, peut-être que ça se tasserait énormément. Donc pour ce qui est des nouveautés en tout cas, puisqu'il y a encore quelques nouveautés qui sont apparues sur le réseau. Donc dernier changement en date d'une liste sans fin de bouleversements sur le réseau social, les entreprises peuvent désormais rattacher le compte de leurs employés avec leur badge de certification. Donc un peu à la LinkedIn, si j'ai compris, grosso modo, vous auriez possibilité, en prenant un abonnement spécial, donc Blue for Business, de rattacher le compte de vos employés, voilà, et de donner une espèce de badge de certification pour dire que cette personne fait bien partie de votre entreprise.
Donc hier en soirée, ce ne sont pas une mais deux nouveautés qui sont apparues sur Twitter. D'abord, les photos de profil des entreprises sont désormais carrées. Donc on sait que récemment il y a eu une apparition de petits badges, donc badge doré, gris et bleu. Et il y a un badge qui concerne tout ce qui est entreprise finalement. Et donc récemment on a vu que toutes ces comptes en fait liés qui étaient agrémentés comme étant des comptes d'entreprise, en fait maintenant elles ont une photo de profil carrée. Bon, honnêtement c'est pas une actu qui révolutionne, mais voilà, c'est en place. Et surtout ce qui nous intéresse donc c'est le lancement de Blue for Business, une déclinaison professionnelle à son abonnement Twitter Blue qui permet pour sa part de rattacher le compte de ses employés à son entreprise. Donc ça serait quelque chose qui apparaîtrait, c'est encore un peu flou en termes de combien est-ce que ça coûterait, est-ce qu'il y aurait un prix supplémentaire ou autre, mais en tout cas c'est quelque chose qui est dans les cartons. Pour l'heure, Blue for Business est lancé en bêta auprès d'un nombre très restreint d'entreprises. D'ailleurs, Twitter se garde bien d'avancer le moindre tarif et annonce en note de bas de page que toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles sur toutes les plateformes, donc ordinateur, smartphone, etc. Et puis ils ajoutent également que les fonctionnalités de Twitter Blue for Business peuvent changer périodiquement à mesure qu'ils améliorent le service. Autant de contorsions pour un nouveau service payant dont on ne sait pas grand chose en réalité, si ce n'est qu'il permet, comme illustré dans les tweets ci-dessus, à des entreprises de rattacher le compte de leurs employés avec un nouveau badge à l'effigie de la marque. Pendant ce temps-là, donc ça c'est l'article, la partie qui nous intéresse également, Elon Musk qui botte en touche, alors que les community managers du monde doivent se ronger laissant au rythme des modifications majeures de la plateforme, le nouveau propriétaire du réseau social se fait bien discret 24 heures après qu'un sondage lancé par ses soins a exprimé que plus de 50% des votants désirent qu'il quitte son poste de PDG de l'entreprise. Donc j'insiste bien, c'est PDG, c'est-à-dire qu'il resterait propriétaire, mais qui quitte en fait les fonctions de dirigeant. Voilà. Les observateurs suspendus aux faits et gestes de l'homme d'affaires ont du mal à prédire quel sera son prochain coup de poker. Certains croient en sa parole donnée de respecter les résultats du sondage, quand d'autres n'ont aucun doute qu'il les balayera d'un revers de la main en arguant qu'ils sont truqués à cause de bots ou voilà, de wokistes. Donc en gros, l'idée c'est que le résultat du sondage a été plutôt... ne va pas dans le sens de ce que voulait Elon Musk. Et aujourd'hui, toute la question est de se dire est-ce que oui ou non il va s'en tenir au résultat. Et visiblement, d'après les premières rumeurs, voilà, il va opposer cet argument de dire oui, mais bon, on savait... tout ça, c'était peut-être truqué, il y avait peut-être des bots, etc. pour me faire partir, bref, théorie du complot, etc. Voilà, donc si jamais il devait partir, je pense que voilà, il nommerait potentiellement un dirigeant, ça se ferait pas comme ça du jour au lendemain, mais ça veut dire qu'il y aurait peut-être une accalmie et surtout un effet médiatique un peu plus apaisé, puisque là honnêtement c'est un peu n'importe quoi. on a des articles en permanence, il y a des choses, là on le voit, hein, pourquoi est-ce qu'on a une photo carrée, pourquoi Blue for Business, ok, mais en fait on sait pas ni combien, ni ce que ça apporterait, enfin bref, beaucoup d'incertitudes. Voilà pour ce petit tour, ce petit point Twitter. On enchaîne du coup avec un article du blog du modérateur et une question qu'on n'a pas encore posée sur Déclic. C'est un débat ouvert. Maintenant, voilà, je tiens à vous le dire. Il faut que ça reste quelque chose de très constructif. On a tous des avis là-dessus. C'est un sujet qui peut être un poil sensible puisqu'on va parler de la parité homme-femme dans la tech et un article du blog du modérateur qui fait un petit peu le point. En interrogeant du coup la directrice générale d'Angers French Tech, voilà, qu'on voit ici, Corinne Busson, qui en gros est directrice générale d'Angers French Tech, donc c'est une organisation, on va dire. Merci KLJU, je sais pas si ça se prononce comme ça, merci beaucoup en tout cas de nous rejoindre. Et donc du coup qui est directrice générale d'Angers French Tech, donc c'est une... on va dire que c'est une je sais pas si c'est une association ou une organisation en tout cas, voilà, qui promeut la technologie française et qui aide des startups, etc. Et donc du coup elle revient un petit peu là-dessus dans une interview sur voilà, la parité homme-femme dans la tech et elle fait un constat qui est plutôt alarmant, mais que je pense que bon, tout le monde est plus ou moins au fait. Donc, moi j'aimerais bien avoir votre retour d'expérience là-dessus. Est-ce que vous-même dans vos entreprises
Est-ce que la parité homme-femme est respectée ou est-ce que pour vous c'est un vrai phénomène de société? Est-ce que c'est culturel? Comment est-ce que vous expliquez qu'à aujourd'hui, voilà, spoiler alerte, grosso modo, on n'y est pas quoi. Donc je lis rapidement l'article du blog du modérateur. La situation de la parité dans la tech est extrêmement problématique en France. En 2022, la proportion des femmes dans le monde de la tech est atteint difficilement 17%. Nous arrivons tout juste à atteindre le niveau de l'Union européenne. Cette situation s'explique par de nombreux facteurs. Les stéréotypes genrés, notamment autour du secteur de la tech, s'ancrent très tôt dans l'imaginaire collectif des enfants. La formation n'est également pas à la hauteur puisqu'un quart des femmes décrochent des diplômes en tech dans les écoles. Au niveau de l'Union européenne, une prise de conscience commence à naître au niveau des instances dirigeantes, comme l'initiative Women Tech EU, donc j'imagine pour Union européenne, lancée en 2021, visant à soutenir des entreprises pilotées par des femmes, mais beaucoup de travail reste encore à faire. Je regarde rapidement le site Women Tech EU. Ok. Oui, donc c'est quelque chose au niveau européen. Alors, de manière générale, ce sont les postes à forte responsabilité au sein des équipes dirigeantes qui souffrent le plus de ce manque de représentation. Les entreprises du French Tech 120 et Next 40, sélectionnées pour leur capacité à devenir de futurs leaders mondiaux, nous en donnent l'exemple parfait. Seulement 13% des postes du noyau exécutif du programme French Tech 120 sont occupés par une femme, dont 7 CEO. De même, au sein du label Next 40 exclusivement, aucune femme n'est à la tête d'une start-up. Pire encore, 23% de ces entreprises n'ont aucune femme dans un poste de direction. La parité dans l'écosystème permettrait non seulement de répondre à l'enjeu sociétal de représentation de la pluralité des profils, mais également de faire face à la pénurie de talents à laquelle le secteur de la tech doit faire face depuis plusieurs années. Donc l'idée c'est ça, c'est de dire non seulement il y a un enjeu sociétal, le but c'est d'essayer de parer à tout ce qui se passe et de faire en sorte, merci beaucoup Nassim qui nous rejoint, de faire en sorte du coup que l'égalité soit un petit peu plus respectée, mais également, puisqu'on le sait qu'aujourd'hui dans le secteur de la tech, il y a une grosse pénurie, il y a une grosse déficience au niveau des talents, en tout cas en France, on n'a pas assez de développeurs et de développeuses, et potentiellement si on poussait un petit peu plus si on arrivait à accompagner un peu plus les femmes à intégrer le secteur de la tech, ça pourrait aussi répondre à ce type de problématique. Du coup, plus globalement, quelles sont les inégalités constatées? L'écosystème tech n'échappe pas à l'inégalité salariale qui touche les femmes dans le monde du travail. Pour un poste similaire, au sein d'une même entreprise, on retrouve un écart salarial moyen de 5% dans les startups européennes. Alors déjà, étant donné qu'on a vu dans l'article, ils disent dans l'article précédent qu'elles n'occupent pas, que les femmes sont très peu représentées sur les postes les plus hauts, entre guillemets, c'est sûr qu'il doit y avoir des conséquences en termes de salaire, et c'est bien ce que dit ce paragraphe. Sinkime, je ne peux parler que de ma formation. Il y a une rare année où on a atteint 40%, mais jamais la parité. Et on est plutôt bien logé par rapport aux autres filières. D'accord. Alors, est-ce que, moi, ma question, tu vois, c'est de se dire, à quoi est-ce que c'est dû ça ? Est-ce que c'est purement un phénomène culturel? Puisque, en fait, en soi, je sais pas moi, tu vas avoir des secteurs d'activité où potentiellement, je sais pas, ça va être très physique ou autre, et voilà, physiologiquement parlant, peut-être, ça sera plus, je sais pas moi, comme c'est quelque chose de très très physique, tu peux potentiellement expliquer le fait qu'il y ait plus d'hommes parce que au niveau corpulence, en moyenne, les hommes sont peut-être un peu plus, je sais pas moi, plus solides, ou je sais pas comment expliquer le truc, tu vois, mais en quelque sorte de dire, il y a un phénomène physiologique qui fait que. Mais là, dans la tech, c'est pas le cas. Dans la tech, tu es assis derrière ton ordi, c'est purement cérébral comme métier, et j'aimerais bien savoir, tu vois, typiquement sur des métiers comme médecin ou ce genre de choses, s'il y a une parité un peu plus équitable, mais voilà, tous ces métiers un peu cérébraux, en soi, je pense que c'est purement culturel, donc j'aimerais bien savoir, en fait, moi c'est un peu la question que je me pose aujourd'hui. Donc avec le pacte parité mis en place, la French Tech s'engage à atteindre 20% de féminisation des conseils d'administration au sein de la French Tech d'ici moins de 3 ans. Quelles sont les actions mises en place pour remplir cet objectif? Les actions sont
acculturation, sensibilisation, formation, présentation dans les entreprises. Donc on voit qu'il y a effectivement, c'est comme ça qu'ils veulent traiter un peu le sujet, c'est d'essayer de pallier à la désinformation, de faire en sorte que les mœurs bougent et qu'on n'ait pas toujours l'impression qu'en gros, intégrer la tech, il faut être un homme geek, barbu, dans sa cave, quoi. Globalement, je grossis, mais c'est un peu l'idée, quoi. Alors du coup, la question qui est posée, la parité dans la tech concerne toutes les entreprises. Avez-vous des exemples de bonnes pratiques qui ont été mises en place dans certaines organisations? Oui, bien sûr, certaines entreprises de notre territoire prennent en charge le coût et l'accompagnement d'un MBA pour leurs salariés. Le turnover est exceptionnel. D'autres embauchent des littéraires et les forment au métier de la tech pendant 6 mois. Là encore, les femmes sont reconnues et se révèlent avec un turnover exemplaire également. Donc, vous voyez, accompagner au niveau de la formation peut avoir des effets très très bénéfiques et essayer de pallier un petit peu à tout ça, quoi. Voilà un peu dans l'idée sur cet article. Donc, signe qui met probablement culturel et social. Heureusement, cela commence à disparaître, mais cela prend du temps. Je suis d'accord avec toi. Et voilà. Moi, à titre personnel, globalement, dans les entreprises tech où je suis passé, il y avait, allez, à une exception près que j'ai en tête, on va dire, il y avait à peu près, le genre féminin était quand même représenté, clairement. De façon, je dirais, alors je saurais pas dire si c'était exactement 50-50 ou du 40-60, mais voilà, c'était représenté. En revanche, si je me fie à mon expérience à moi, sur le profil purement développeur, là c'était vraiment sous-représenté, quoi. Enfin, je sais pas vous, si vous avez des collègues développeuses ou autres, mais malheureusement, encore très peu représenté. Et encore une fois, comme je dis, moi je comprends pas d'où ça vient, dans la mesure où, pour moi c'est purement culturel, hein, c'est vraiment dans la tête, hein, parce que il n'y a pas de... Honnêtement, on est assis derrière un bureau, et c'est un métier purement intellectuel. Donc je vois pas quelle serait la barrière en fait, si ce n'est culturel, quoi. Voilà un petit peu. En tout cas, c'était un article assez intéressant, je trouve, et puis un retour d'expérience plutôt cool, avec une question qui se pose, et j'espère que les choses vont évoluer. Il y a de plus en plus de choses, il y a de plus en plus d'organisations et d'associations pour la féminisation et faire en sorte que voilà, qu'on essaye de représenter la gente féminine au mieux dans le secteur de la tech, et j'espère que ça va encore continuer à se développer. Margot qui dit on n'encourage pas les femmes à aller vers le digital, le fait qu'il y ait beaucoup d'hommes, ça repousse aussi certaines. Prendre sa place en tant que femme n'est pas simple non plus dans les équipes. Alors quand tu dis on n'encourage pas à aller vers le digital, pourquoi en fait? Quelle raison tu opposes à ça? Parce que effectivement le fait qu'il y ait beaucoup d'hommes, ça en repousse. Et bon, entre guillemets, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. C'est-à-dire que plus potentiellement il y en a qui vont y aller, plus ça va se féminiser, du coup ça sera plus simple d'intégrer. Donc moi c'est ça ma question, c'est que est-ce que c'est purement une image ou est-ce qu'il y a des vraies raisons qu'on pourrait opposer et qui font qu'aujourd'hui toutes les conditions ne sont pas réunies pour que les femmes puissent librement aller dans le secteur du digital. Ça paraît... ouais, c'est culturel, je pense aussi. Je pense aussi, donc ça veut dire qu'il y a un vrai travail d'information à faire, d'information et de formation, et puis de faire en sorte que voilà, que tout ça s'équilibre, puisqu'encore une fois, comme on l'a dit, en plus, ça pourra aussi avoir un effet bénéfique sur le fait qu'il n'y ait pas assez de développeurs en fait aujourd'hui en France. Ça peut être une réponse. Culturel, pas mal de préjugés débiles, par exemple, d'ici. Margot, oui, on m'a encouragé à être professeur, par exemple. Ouais, bah. Ouais, ça paraît incroyable que encore aujourd'hui on ait des choses comme ça. Bref, voilà, bah écoutez, réfléchissez en tout cas, méditez sur tout ça. Et puis on va aller terminer un petit peu cette matinale sur une tonalité un peu différente. Donc si jamais ça vous dit, on a déjà tenté ça la semaine dernière, on va faire un petit quiz. Donc on va faire un petit round games. Donc je vous explique rapidement comment ça va se passer. En gros, tout le monde peut participer. L'idée, c'est que j'ai préparé quelques questions et le but, c'est évidemment de vous relater, enfin de faire ça autour de l'actualité, hein, c'est de faire ça de façon un peu plus ludique. Donc, je vais du coup mettre en place la partie. Je vais vous partager un lien, une URL sur lequel tout le monde pourra aller. Et puis, je vais le faire de suite. Hop, cliquez pour copier.
Je vous mets ça dans le chat. Donc, celles et ceux qui veulent participer au quiz, allez-y, rendez-vous sur ce lien. Hop, je vous mets ça dans le chat. Ouvrez ça, du coup, dans un onglet ou autre. Et puis, vous pouvez mettre votre pseudo. Donc, je vous invite à le faire. Comme ça, je vais vous voir apparaître. Alors, moi, je vais commencer à régler la partie. Pack personnel, tac. Donc, dans l'idée, ce petit quiz, il y a 5 questions. 5 questions auxquelles vous pourrez répondre. Vous avez 17 secondes par réponse. Ok, vous avez 17 secondes. De base, tout le monde est à 0, évidemment. Vous avez 400 points si vous êtes le ou la plus rapide. Et 200 points si vous êtes le ou la plus lente. D'accord? Donc, si jamais vous donnez une bonne réponse, vous pouvez espérer des points entre 200 et 400, selon si vous êtes plus ou moins rapide. Ok? Si jamais vous ne répondez pas, c'est 0. Et si jamais vous avez un score incorrect, c'est moins 100. Donc voilà, réfléchissez bien. Et petit changement par rapport à la dernière fois, donc je vais bloquer le changement des réponses. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, mais en gros, jusqu'à présent, vous pouviez en gros cliquer vite. Et puis après réfléchir un petit peu et changer de la réponse. Donc ça, je l'ai coupé. Désormais, une fois que vous avez cliqué en fait sur une réponse, c'est définitif. Ok? Donc, je récapitule. 5 questions. 17 secondes par réponse. Je vais bloquer à chaque fois comme ça pour vous montrer un peu montrer en fait l'article qui se rapporte à la question. Et puis 400 points si vous êtes les plus rapides, jusqu'à 200 si vous êtes le plus lent. Et puis après moins 100 si c'est incorrect, 0 si jamais vous ne répondez pas. Alors, on a 5 joueurs qui sont présents dans le chat. On a Sin, on a Natwak, on a Alexis, on a Bob, on a Benta. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent participer? Je mets évidemment le lien. Allez-y de suite. On va commencer d'ici quelques secondes. Donc le temps que... Alors, n'hésitez pas à mettre votre vrai pseudo Twitch, parce que sinon, je vais pas savoir qui est qui. Voilà. Et donc, j'en profite du coup pour vous rappeler du coup que si vous souhaitez nous suivre, donc point d'exclamation social dans le chat, n'hésitez pas à le faire. Ça vous donnera un lien en fait qui va vous donner toutes les plateformes sur lesquelles on est présent. Donc hop, je vais faire ça rapidement. Point d'exclamation social. Hop. Donc on est présent évidemment sur Twitch, sur YouTube également, on a une chaîne YouTube sur laquelle on crée du contenu dédié. On a les replays qui sont postés sur une chaîne secondaire. Voilà, donc si jamais vous n'êtes pas forcément connecté sur Twitch et pas toujours on va dire en direct, n'hésitez pas à aller voir ça. Twitter, LinkedIn et un Discord également qu'on a de présent. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir. Ok les amis, donc on est 6 joueurs connectés, je vais démarrer la partie. Et puis je ferai des pauses entre chaque, évidemment, entre chacune des questions. Donc commencez, mettez-vous sur votre onglet parce qu'il y a un petit décalage en fait entre le moment où je stream et le moment où vous me voyez. Donc mettez-vous sur l'onglet, je démarre la partie du coup dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. On démarre la partie du coup avec une première question. Première question, à combien de dollars estime-t-on le marché publicitaire mondial de 2023? Est-ce que c'est 150 milliards? Est-ce que c'est 350, 550 ou 850? À combien de dollars estime-t-on le marché publicitaire mondial? Donc voilà, ça inclut toute la partie digitale que nous connaissons et qui nous touche. La réponse était 850 milliards. Voilà, 850 milliards, donc je mets rapidement en pause. Et on a Benta qui prend la tête avec 400 points et tous les autres à 0. Donc il y a eu pas mal de... Il y a eu malheureusement pas mal de mauvaises réponses. Et c'est Benta qui a eu la bonne réponse. Donc je vous montre ça rapidement. C'est lié à un article du siècle digital, du coup, qui met en avant ce chiffre. C'est un chiffre en anticipation. Donc visiblement, le marché de 2023 qui devrait atteindre ce chiffre. Donc GroupM, l'agence média leader à travers le monde, prédit une grande résilience du marché publicitaire. C'est vrai qu'actuellement, avec le contexte actuel, on peut s'attendre à une baisse potentielle qui nous impacterait, nous, acteurs du digital. En effet, si la cadence risque légèrement de ralentir, le marché de la publicité ne devrait pas pour autant faiblir. D'après les estimations du groupe, la croissance du secteur devrait s'établir à 5,9% contre 6,5% entre 2021 et 2022. Si ces chiffres se confirment, le marché devrait atteindre 855 milliards de dollars.
Voilà un peu pour cette actu. Et donc Benta qui prend la tête du coup et qui commence très fort. Donc on peut enchaîner avec la question suivante, puisque, pour essayer un petit peu d'aller le détrôner. Et je relance la partie question suivante. Alors, la question suivante va porter sur Walmart, géant américain de la grande distribution, qui propose désormais à ses clients de faire ses courses par email, par réalité virtuelle, par SMS ou par réalité augmentée. Petite nouveauté du coup qui est apparue, donc dites-moi selon vous, quelle est-elle? Et la bonne réponse était par SMS, donc désormais vous pourrez faire vos courses par SMS. Je vais faire une petite pause, tac, voilà. Et du coup ça c'est un article qui a été posté par la revue du digital, hop. Donc ça s'appelle le Text to Shop. Chez Walmart, on fait ses courses comme si on envoyait des SMS. Donc Walmart, géant américain de la grande distribution, propose à ses clients une nouvelle façon de faire ses courses. Il faut envoyer simplement un texto. Cette nouvelle expérience est baptisée Text to Shop et est disponible pour les clients iOS et Android. Et donc on peut voir un petit peu ici, ça fait un petit peu de chatbot, j'ai l'impression, vous savez, ça fait un peu comme si derrière on avait une espèce de moteur, un moteur NLP, là, un moteur de traitement du langage qui en gros vous suggère, vous pouvez envoyer en fait ce dont vous avez besoin et puis il vous suggère des réponses. Vous pouvez également dire quand est-ce que vous avez passé, récupérer vos courses, etc., etc. Donc une nouvelle expérience, quelque chose d'un petit peu différent et visiblement des réactions positives d'après ce que j'ai vu. Dans l'article, voilà, ils disent que les clients réagissent favorablement en fait et que c'est une façon de faire ces courses qui est peut-être un peu plus souple que ce dont ils ont l'habitude jusqu'à présent. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau du classement? Au niveau du classement, on a toujours Benta qui est en tête et visiblement tous les autres sont à 0. Donc là, Benta c'est assez solide sur ce quiz-là, qui ne fait pas beaucoup d'erreurs et visiblement, c'est compliqué pour les autres. Allez, je continue. Du coup, je relance la partie avec la question suivante. Alors, question suivante. Décembre 2022, TikTok met en place une fonctionnalité pour les commerces de proximité. Quelle est-elle? Les livraisons Drive sur TikTok Shop, les publicités par zone géographique, la localisation des posts, une catégorie dédiée sur TikTok Shop. Alors, dites-moi, n'hésitez pas à répondre. La bonne réponse du coup c'était la localisation des posts. Donc désormais vous allez pouvoir géolocaliser, localiser en tout cas les posts et faire en sorte que l'on puisse voir en fait à quel endroit est-ce que vous avez posté. Donc mon petit article il est où? Tic tac tic tac. C'est celui-ci. Voilà, donc un article de gens d'Internet, les gens d'Internet, qui explique donc que TikTok lance la localisation des posts, de quoi ravir les commerces de proximité. Voilà, donc ça c'est... Oups, petite pop-up. Donc depuis le week-end du 10 décembre, les utilisateurs ont la possibilité de mettre le lieu où la vidéo a été filmée. Cette nouvelle information s'affiche directement sur la vidéo, juste au-dessus du nom du compte. Vous ne pouvez pas la louper car il s'agit d'un petit rectangle vert. Et donc ils mettent, c'est une véritable opportunité pour les entreprises et les marques qui veulent profiter de l'engagement exceptionnel de la plateforme pour faire déplacer les consommateurs en boutique. Donc ce qu'on peut voir typiquement par exemple, c'est que je vois vos réactions, désolé. Ce qu'on peut voir en fait et imaginer et anticiper, c'est un peu comme le phénomène Instagram, vous savez, c'est-à-dire que des fois vous avez des influenceurs ou voilà ce genre de personnes en gros qui vont arriver et par exemple ils vont aller dans un resto qu'ils vont trouver super bon. Merci beaucoup le chausson, hello, première fois sur le live, bienvenue à toi, très très content. Donc du coup ouais, ce que je disais c'est que souvent vous avez des influenceurs ou influenceuses, ils vont aller tester des restaurants par exemple ou je sais pas quoi et ils vont dire je suis à tel endroit machin et puis ils vont dire enfin ils vont conseiller et recommander en fait d'y aller. Et donc typiquement là vu que vous avez l'emplacement et la localisation exacte, ça sera beaucoup plus simple pour
pour faire la promotion de tel ou tel restaurant que vous avez testé. Ça, c'est vraiment l'idée que j'ai en tête, mais je pense qu'en voilà, en matière de localisation, on peut imaginer plein de choses. Mais en tout cas, étant donné que TikTok est une plateforme grandissante, ben, ça fait partie des features qu'il fallait évidemment intégrer. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Margot qui dit la chance, Benta, ouais, il a... Bob, ah mais quoi, genre, c'était pas déjà une fonctionnalité? Ben non, non Bob, c'était pas une fonctionnalité. C'était pas une fonctionnalité, c'est quelque chose qui est apparu là récemment, hein, c'est ce que je précisais du coup dans la question, c'est que c'est apparu du coup en décembre, donc ça vient tout juste de sortir. TikTok étant, comme je dit, c'est quelque chose qui est grandissant mais qui est encore relativement jeune, hein. Donc il y a beaucoup de features qui nous paraissent à peu près logiques mais qui en réalité ne le sont pas, sont présentes sur d'autres réseaux type Instagram ou autre, mais pas encore, pas encore trop chez TikTok. Benta, punaise, j'ai trop de chance, ouais. Coup de bol, j'avoue. N'empêche, Benta, il a la réponse en avance à vous parce que c'est la 3e question d'affilée où il n'y a que lui. C'est vrai que je trouve ça bizarre. Je sais pas comment tu t'en sors, mais malheureusement. Et Benta qui vient de souscrire un abonnement. Voilà, merci beaucoup. Merci pour ton soutien à la chaîne. Benta, du coup, qui essaie de me soudoyer, mais je suis incorruptible. Donc, non, ça sert à rien d'envoyer des. Des primes si ton intention n'est purement que de m'acheter. Et qui du coup, donc Benta, t'as renouvelé, c'est ton 2e mois d'abonnement, donc trop cool. Merci beaucoup. Je relis en même temps, je lis un peu vos réactions, c'est rigolo. Corruption officielle avec le Prime, tout à fait, Margot. Allez les amis, vous allez pouvoir vous racheter. Et là, faut y aller, hein, parce que putain, je sais pas ce qui se passe, mais le gars, il a 1200 points. Sachez qu'il peut perdre des points, il peut être en négatif, donc vous avez encore possibilité, mais... va falloir se réveiller là parce que je sais pas qu'est-ce que je peux faire de mieux les amis là. Allez, je bascule, du coup on va relancer la partie et enchaîner sur la question suivante. Allez, 3, 2, 1 et c'est parti. Je relance la partie. On enchaîne avec la question numéro 3 ou numéro 4, je sais plus. Numéro 4. Google renforce Gmail avec une nouvelle mesure de sécurité. Quelle est-elle? Le déverrouillage biométrique, le chiffrement des messages, l'utilisation obligatoire des passkeys en 2024 ou l'authentification par QR code? Allez-y les amis, répondez et dites-moi. Et la bonne réponse était le chiffrement des messages. Donc ça c'est une nouveauté qui apparaît, alors qui est toute relative. Ah, et on a enfin Margot qui vient un petit peu détrôner, qui vient essayer de concurrencer Benta. Et Benta qui a fait du coup une faute, puisqu'il a pris -100 visiblement. Je vais essayer la prochaine fois de faire des questions peut-être un peu plus simples. Peut-être que j'y suis allé un peu fort sur, sur les questions. Donc cet article du coup il s'agit de celui-ci, donc c'est un article de 01net excusez-moi, qui parle du chiffrement, donc chiffrement de bout en bout sur Gmail. Donc Gmail, voilà, vous connaissez, hein, application dédiée au mail de Google, qui vient donc d'activer une nouvelle option permettant à certains utilisateurs de Google Workspace d'utiliser le chiffrement de bout à bout pour envoyer leurs messages dans la version web de Gmail. Donc voilà, l'idée c'est de faire du chiffrement, mais sachez que ça ne concerne pas encore tous les utilisateurs. Je pense que potentiellement ils vont déployer ça petit à petit. Voilà, c'est ce qui est noté. Le chiffrement de bout en bout dans la messagerie étant pour l'heure en cours de test, les utilisateurs de Google Workspace éligibles peuvent demander à rejoindre la bêta jusqu'au 20 janvier prochain. Voilà. Alors, dites-moi, tac, où est-ce qu'on en est? Donc, on a Benta qui est en tête avec 1100 points. On a Margot qui est 2e avec 400 points. Et puis tous les autres sont à 0. Tous les autres sont à 0, les amis. Donc, c'est encore possible de rejoindre le, le top 3. Je lis vos commentaires. Bob a, ben évidemment, dès qu'il y a des suspicions, Benta rate la question. Comme par hasard, exactement. Allez, on termine du coup sur une dernière question, les amis. N'hésitez pas à répondre, histoire de pouvoir marquer des points et entrer dans le trio de tête. On sait que la semaine dernière, ça a permis à Bob notamment de prendre le lead, enfin de rentrer en tout cas sur le top 3 et de dépasser Alexis. Donc Alexis, c'est ton moment, c'est maintenant, il faut que tu répondes bien si tu veux rentrer sur le top 3 et te venger un petit peu de ce qui s'est passé la semaine dernière. Et on a Fifi qui se rajoute, qui est arrivé un petit peu à la bourre, mais qui va pouvoir répondre à la dernière question. Et vu qu'on est tous à 0, bah écoutez, pourquoi pas. Allez, je relance la question, dernière question les amis. 3, 2,
1. C'est parti, je lance la dernière question qui sera peut-être décisive pour le top 3. Lors de sa conférence annuelle en Inde, Google a dévoilé un projet d'IA pour le secteur médical. Quel en est l'objet? Anticiper les prochaines vagues de Covid, analyser et diagnostiquer une radio, comprendre l'ordonnance d'un médecin, il y a une faute d'orthographe, un moteur de recherche dédié aux médicaments. Et la bonne réponse, c'était comprendre l'ordonnance d'un médecin sans S. Je suis désolé, je viens de voir l'erreur. Et Sin qui entre dans le top 3 et qui fait son apparition. Félicitations. Félicitations à tous les trois. Benta qui s'est lamentablement planté sur cette dernière question. Margot qui est à 800 points. Je pense qu'une question de plus et c'était bon. Une question de plus est arrivé justement à le dépasser. Donc comme quoi ça se joue à pas grand chose. Hein. Ça s'est pas joué à beaucoup. Et Sin du coup qui est dans le top 3. Donc Benta, Margot, Sin, félicitations à tous les trois, bravo, c'est très très cool. Merci d'avoir joué le jeu en tout cas. Et bravo quand même aux autres pour leur participation. Ouais Alexis, qu'est-ce qui s'est passé Alexis? Même pas une bonne réponse, je comprends pas. Le quiz était trop compliqué. Bon, j'essaierai de... J'avoue que quand je prépare, j'essaie de réfléchir à ce que c'est plus ou moins compliqué. J'aime bien vous tendre des petits pièges, tout ça. Je trouve ça rigolo. Bref, j'aime bien. Mais peut-être que je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de pièges et que ce soit un peu plus facile sur certaines questions. Alors du coup, le dernier article, tic-tac, tic-tac, on a dit... où est-ce que j'ai ça? Je l'ai ou je l'ai pas? Merci beaucoup Sin qui a offert 5 abonnements de niveau 1 à la communauté. Merci beaucoup. Trop sympa. Merci Sin. C'est très très gentil de ta part. Il faut que je prévoie une musique sur les ou une animation, on va dire, quand il se passe ce genre de choses. En tout cas, merci beaucoup. Remerciez bien dans le chat Sin qui offre 5 abonnements pour la communauté. Donc un abonnement pour Alexis, un pour Heimdall, un pour Antol et un pour Pico, je sais pas comment ça se prononce, et le dernier pour Miyu. Voilà, donc merci beaucoup Sin pour les 5 abonnements que tu as offerts à la communauté. C'est très très cool. D'ailleurs Sin, pour information, est un streamer, hein, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, c'est très très cool. En ce moment il fait l'Advent of Code qui est en fait un calendrier de l'avant pour les développeurs. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir un peu ce qu'il fait. Je cherche où est-ce que j'ai mon petit article. Voilà, c'est celui-ci pour la dernière question. Donc Google qui veut vous aider à déchiffrer les ordonnances de votre médecin. Donc ça c'est ce qu'ils ont annoncé sur Google for India, qui est un événement qui a lieu une fois par an donc en Inde. Hein, c'est une keynote on va dire de Google. Et donc ils ont annoncé que potentiellement, enfin c'est même sûr, hein, ils se lançaient sur une IA qui potentiellement pourrait agir un peu comme... voilà, il compare ça à Google Lens. Donc l'idée c'est de faire de la reconnaissance en gros d'une ordonnance. Donc vous mettez en entrée en fait une ordonnance de médecin et il va aller détecter en fait les points importants, les médicaments, etc. Tout ce qu'il faut comprendre, puisque bon, vous n'êtes pas sans savoir que les médecins écrivent très très vite généralement et que parfois c'est un petit peu compliqué d'essayer de comprendre exactement ce qu'il y a noté dessus. Donc voilà, ils ont annoncé ça lors d'une keynote. Je trouvais que c'était une fonctionnalité qui était assez originale. Mais voilà, donc vous avez l'exemple ici qui apparaît à l'écran. Donc l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup là ces derniers temps, on en a parlé notamment sur l'interview, mais on peut constater qu'il y a quand même je dirais des applications qui sont quand même très 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 diverses et variées, et donc amenées à améliorer un peu notre quotidien sur certains points typiquement. En tout cas c'est la volonté, et donc ça c'est une petite feature qui est toute bête mais qui en réalité peut faciliter la vie à beaucoup de monde.